Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Épisode 84, risques psychosociaux. Vous vous souvenez, ça fait longtemps. On avait parlé de RPS, risques psychosociaux, avec Axel et avec Laurence. Pour mémoire, RPS, ce sont les risques pour la santé, comme le stress, le burn-out et les atteintes à l'intégrité personnelle. Ils sont dus à une conception et une organisation du travail insuffisante, ainsi qu'à un mauvais environnement social sur le lieu de travail. C'est le SECO qui le dit. Je vous ai mis le lien dans les notes du podcast. Donc, risques psychosociaux, risques pour la santé, dus à des sollicitations excessives, comme le stress. Ils mettent le burn-out comme la sollicitation excessive, je trouve intéressant. Pour moi, c'est plutôt un TPS, le burn-out, c'est un trouble psychosocial, mais bon. Ils mettent la monotonie aussi, on parle de burn-out. Et aussi engendré par une atteinte à l'intégrité personnelle, par exemple mobbing, harcèlement sexuel, insultes, etc., etc. Et donc, quand on parle de risques psychosociaux, on parle de ces risques en général. Vous et moi, on sait qu'il y a certaines personnes qui semblent plus sensibles au RPS que d'autres. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que votre collègue, vous avez l'impression que chaque fois que vous y parlez, vous générez un stress monstrueux, alors que quelqu'un d'autre, vous par exemple, beaucoup moins. En formation, je le vois régulièrement. Des gens qui sont d'un calme absolument olympien, l'impression qu'il peut leur arriver n'importe quoi. Ils ne sont pas vraiment impactés. Dans notre module L2, s'organiser, on parle de gestion de la charge mentale. Pourquoi ? Et en fait, il y a un lien entre ces deux idées. L'idée que pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus sensibles au RPS que d'autres, et puis pourquoi est-ce qu'on parle de charge mentale ? Parce qu'en fait, la plupart des gens, pour expliquer leur stress au travail, le stress étant un RPS, parlent de charge de travail. Les gens disent « je suis stressé parce que j'ai beaucoup de travail ». Le travail étant un stresseur externe. Et du coup, ils disent ils parlent de charge de travail et de stress. Ils parlent de stress. Ils savent parler de la réaction que cela provoque chez eux. Par contre, peu de personnes parlent de ce qu'il y a entre, d'un côté, le stresseur, donc la charge de travail, et de l'autre côté, le stress, qui est la réaction. Qu'est-ce qu'il y a entre ? Eh bien, il y a la perception de la charge de travail. Ça, nous, on l'appelle charge mentale. Et c'est j'allais dire que j'ai fait une découverte, mais pas pour l'humanité, mais pour moi. C'était pendant une formation chez un de nos clients où cette idée de charge mentale m'a frappé. Mais quelqu'un me parlait de sa charge de travail, il me disait qu'il n'y arrivait pas, que c'était compliqué pour lui, parce qu'il avait beaucoup à faire, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, ce qui le charge, c'est pas le travail, c'est la manière dont il y pense. Alors on le sait, les stoïciens nous le disent depuis 2500 ans, ce qui fait souffrir les hommes, les humains, pardon, c'est pas ce qui leur arrive, c'est la manière dont ils pensent à ce qui leur arrive. Et donc on pourrait définir la charge mentale comme la perception subjective d'une quantité de travail objective. Charge mentale, perception subjective d'une quantité de travail objective. Et donc, on répond de cette manière-là, si vous voulez, à la première question. Pourquoi certaines personnes semblent plus sensibles au RPS que d'autres ? C'est parce que la perception est subjective et que même devant la même quantité de travail objectif, quantité objective de travail, on a des perceptions complètement différentes de ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une grosse charge de travail ? Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir des délais à respecter ? Et du coup, gérer la charge mentale, donc gérer cette perception subjective, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire interroger nos modèles de ce que travailler veut dire. Qu'est-ce que travailler veut dire en termes de rapidité, en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de résultats, en termes de relations ? Qu'est-ce que ça veut dire travailler pour moi ? Le problème, c'est que ces modèles sont souvent inconscients. Si je vous pose la question, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire travailler ? Vous n'allez pas pouvoir en 2 secondes me répondre comme si je vous demandais quelle était la capitale de la Suisse. C'est compliqué, il faut faire de l'introspection, il faut réfléchir, et puis même, c'est pas nécessairement évident. Vous aurez peut-être noté d'ailleurs que dans les exemples que j'ai pris, rapidité, quantité, qualité, résultat, relation, est-ce que vous aurez détecté les fameuses injonctions parentales là derrière ? En fait, j'ai fait exprès, parce que c'est une des manières qu'on a d'aborder
l'attitude face au travail. Vous voyez, que veut dire travail en termes de rapidité? C'est le fameux fait vite. En termes de quantité, c'est fait l'effort. En termes de qualité, c'est soit parfait. En termes de résultat, c'est soit fort. Et en termes de relation, c'est fait plaisir. Et ce qu'on a remarqué avec mes collègues, quand on donne ces formations L2 organisées, eh bien, c'est que les gens réagissent assez naturellement et assez instinctivement en fonction d'une certaine combinaison de ces injonctions. Alors, par exemple, moi, je suis dans le soi parfait et le fait plaisir. Donc tout ce qui touche à la relation et à la qualité, c'est très important pour moi. Et du coup, ça me déclenche la charge mentale. On en reparlera. Alors, du coup, petit résumé, on parle de charge mentale comme d'une perception subjective d'une quantité de travail qui est objective. Et comment est-ce qu'on peut faire pour gérer cette charge mentale? Il faut interroger ces modèles. Et comment est-ce qu'on fait pour les interroger? Eh bien, il faut faire un petit peu de thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui est une des thérapies les plus scientifiquement validées au monde. Et donc, parce que moi j'ai fait une formation en coaching cognitivo-comportemental. Et donc, l'idée, c'est, pour interroger ces modèles, il faut les identifier. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, première chose qu'on fait, on identifie les comportements marqueurs. Ça veut dire, il y a certains comportements, qu'on va détailler tout de suite, qui nous signalent que quelque chose n'est pas OK, n'est pas comme il devrait être. Typiquement, qui pourrait nous provoquer, par exemple, des émotions ou un certain stress. Une fois qu'on a identifié ce comportement marqueur, on peut justement identifier les pensées parasites. C'est-à-dire ces petites choses que nous disons en même temps que le comportement arrive. Je donne un exemple tout de suite après. Ensuite, une fois qu'on a ces pensées parasites, on va pouvoir identifier l'injonction qui y correspond. Est-ce que c'est un fait l'effort? Est-ce que c'est un soi parfait? Etc. Et du coup, on pourra remodeler l'injonction pour la rendre un peu plus viable, voire vivable. Et ensuite, il n'y a plus que, avec des grands guillemets entre plus que, mettre en pratique. Alors, peut-être encore un petit, avant de passer à l'exemple, comment identifier les comportements marqueurs? C'est la première étape. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à travailler ces fameux modèles. J'ai identifié pour vous 3 types de comportements marqueurs. Le premier, c'est le marqueur émotionnel. On en a brièvement parlé avant. On sait que le stress provoque des émotions, puisque c'est une manière pour le corps de communiquer un état interne à l'externe. Le stress est une réaction interne, avec beaucoup de processus biochimiques qui se passent dans le cerveau et dans le corps. Et donc, l'émotion est une manière de communiquer cet état interne à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent que les émotions sont un langage, et qu'il faut les prendre comme telles. C'est une manière de communiquer. C'est une information et une source de communication. Donc, une émotion peut être le signe que quelque chose ne fonctionne pas, sous-entendu que la charge a été trop élevée, et que du coup, il faut traiter le sujet. Deuxième marqueur comportemental, le moteur fatigue. Alors là, on est plus dans quelque chose sur le moyen ou le long terme. D'ailleurs, c'est un des composants du burn-out, la fatigue récurrente. Si vous êtes fatigué alors que normalement vous n'êtes pas fatigué à ce moment de la journée, à ce moment-là de la semaine, à ce moment-là de l'année, dites-vous, ok, ça c'est intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, est-ce que, par hasard, je n'ai pas eu une charge mentale élevée juste avant, ou les heures, ou les jours, ou les semaines d'avant? Et on peut vraiment se placer au niveau de quelque chose d'assez précis dans le temps, l'heure dernière, ou de quelque chose de plus vague, un mois dernier, ou il y a 6 mois. Autre marqueur qui s'apparente au marqueur fatigue, c'est le marqueur perte de discipline, que j'ai remarqué chez moi. Il m'arrive par exemple d'avoir beaucoup de peine à me coucher le soir. Je vous en parlerai tout de suite dans l'exemple. Et donc, ça, c'est un marqueur parce que cette perte de discipline correspond à, pour moi, un manque d'énergie pour respecter la discipline décidée. Manque d'énergie, donc fatigue, donc marqueur comportemental. Et la chaîne est là. Autre marqueur comportemental, la perméabilité du professionnel dans le privé. Alors, et vice-versa, évidemment. Mais en ce qui nous concerne, sur Leadership, on parle plutôt de la perméabilité du professionnel dans le privé. Donc, est-ce que, par exemple, j'arrête pas de penser à un problème, une problématique professionnelle dans le privé, le soir, en me levant, en m'endormant, le week-end, en jouant avec mes enfants, en discutant avec ma femme, subitement, j'ai la pensée qui vient et j'écoute plus ce qu'elle dit, et hop, je suis en train de penser au travail, mais ça peut durer 3 secondes.
Alors, ces marqueurs, donc émotionnel, fatigue, perte de discipline, perméabilité du professionnel dans le privé, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de stress ou d'autre chose. Mais si ça se répète, si ça a tendance à arriver, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est pas un marqueur de charge mentale et donc de quelque chose à traiter? Puisque d'une charge mentale trop subie pendant trop longtemps peut effectivement amener à un burn-out, comme d'autres risques psychosociaux. Alors, je reprends mon exemple, la discipline du coucher. Je me suis un peu auto-analysé une fois où ça m'est arrivé, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était avant hier soir, et je me suis dit, ah ben non, quand même, je vais rester encore un petit moment parce que je le mérite. Ok, et je le mérite parce que j'ai beaucoup donné. Ok, j'ai beaucoup donné, c'est quelle injonction? Fais vite, fais l'effort, sois parfait, sois fort, ou fais plaisir. Ben, j'ai beaucoup donné, c'est fais l'effort. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai fait un effort supplémentaire, ou peut-être injustifié, ou peut-être pas nécessaire pendant la journée ou la journée d'avant, ce qui m'a causé une espèce de déséquilibre, donc une charge mentale supplémentaire, et du coup, ensuite, par effet de boule de neige, je me retrouve à 1h du matin devant YouTube. Donc, par rapport à nos petites étapes, 1, identifier le comportement marqueur, c'est le fait de ne pas pouvoir me coucher le soir. 2, la pensée parasite, c'est j'ai beaucoup donné, je mérite d'avoir un peu de divertissement. L'injonction qui correspond, c'est fais l'effort. Et maintenant, je dois remodeler l'injonction. Alors, on ne va pas pouvoir dire à quelqu'un fais l'effort de jamais faire l'effort ou de fais pas l'effort. Ça ne marche pas, ça. Par contre, et c'est là où je trouve que le coaching cognitivo-comportement est intéressant, on peut remodeler cette injonction. Plutôt que de dire fais l'effort, on pourrait dire, par exemple, faire l'effort seulement quand c'est nécessaire. Et donc, je sais maintenant que, au cours de ma journée de travail, eh bien, je vais devoir calibrer l'effort. Ça veut dire, ok, est-ce que là, je fais l'effort ou pas? On pourrait aussi voir ça comme un souci de perfectionnisme. Alors, j'ai aussi le soi parfait, donc il m'arrive des fois, je sais, de vouloir en faire trop, mais pour quelque chose, par exemple, qui n'est pas demandé par le client. Et du coup, le client ne valorise pas ce qui a été fait, et donc, j'ai de la peine à me dire que j'ai bien fait de le faire, du coup, charge mentale, et du coup, etc., etc. Donc, vous voyez que cette petite technique pour gérer sa charge mentale, elle est en fait assez simple, elle marche pas mal. Donc 1, identifier les comportements marqueurs, qu'est-ce que je remarque sur moi. 2, identifier les pensées parasites qui vont avec, qu'est-ce que je me dis dans ma tête alors que j'ai le comportement. 3, identifier les injonctions qui leur correspondent à ces pensées. 4, et remodeler les injonctions. 5, mettre en pratique. Alors, je vous donne quelques exemples, autres exemples d'injonctions remodelées. Par exemple, des gens qui disent « je dois absolument terminer ». Vous avez des collègues à vous, je dois terminer. Donc plutôt que de dire je dois terminer, on entend l'injonction dans le je dois terminer, eh bien je dis je m'arrête quand je suis fatigué. Et c'est beaucoup plus porteur, parce que du coup, si je me dis je m'arrête quand je suis fatigué, je me donne une voie de sortie, donc je baisse ma charge mentale, et effectivement, si quand je suis fatigué je m'arrête, bon. Remarquez que je peux aussi continuer quand je suis fatigué, mais je dois checker qu'est-ce que ça me coûte en termes de charge mentale par exemple. Autre exemple d'injonction remodelée, je dois tout faire. Il faut que je finisse mon travail. Bon, c'est un peu la même que la précédente, vous me direz. Eh bien, on pourrait plutôt dire je dois tout faire, plutôt dire je fais dans le bon ordre. Je ne m'occupe pas de savoir que je fais toutes les tâches qui sont les miennes, mais plutôt je fais dans le bon ordre. La raison étant que la charge de travail elle est infinie. C'est pour ça que quand les gens disent j'ai trop de travail, je leur dis oui c'est normal, si tu n'as plus de travail tu te ferais virer. Donc charge de travail infinie. Donc ce qui compte c'est pas tellement le fait de tout faire puisque ça veut rien dire, mais plutôt de le faire dans le bon ordre. Je dois faire jusqu'au bout, je dois absolument faire ça, ou bien je dois faire ça comme bien, je dois faire ça bien, je dois faire ça parfaitement, vous reconnaîtrez là le soi parfait, eh bien je fais jusqu'à ce que ça fasse sens, ou je fais tant que ça fait sens plutôt. Ça c'est plutôt une injonction remodelée. Je me dis tiens mais bon là je suis en train de faire la 8e version de ce rapport, est-ce que vraiment c'est utile quoi? La réponse est peut-être non. Et du coup je m'arrête. Et du coup je diminue ma charge mentale. Pourquoi est-ce que cette idée de charge mentale est intéressante, je trouve? C'est parce que nous contrôlons nos charges mentales, alors que nous ne contrôlons pas notre charge de travail. Notre charge de travail elle est externe, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de l'environnement, de l'entreprise, de la phase dans laquelle l'entreprise se trouve, si elle est en croissance ou pas, si j'ai un chef qui est micromanager ou pas. Tout ça, ce sont des facteurs que nous ne contrôlons absolument pas. Et vous savez, depuis l'épisode 92,
où on parlait du cercle de Covey, hein, avec la zone de contrôle, la zone d'influence et la zone de aucun des deux, qu'il vaut mieux gérer et passer notre temps et notre énergie à s'occuper de ce que nous pouvons gérer. Or, nous pouvons gérer notre charge mentale. Et j'espère vous avoir convaincu que c'est possible et vous avoir montré peut-être 2-3 petites pistes pour le faire dans cet épisode de Leadership. À la semaine prochaine. Ciao.